Grâce à elle, nous communiquons, nous interagissons, nous apprenons de nouvelles connaissances. Au-delà d'être un simple instrument de communication, la langue est un élément clé de notre culture. Au Burkina Faso, les autorités politiques manifestent la volonté de la promouvoir davantage à travers son institutionnalisation en langue nationale, en langue officielle, avec près d'une soixantaine de groupes ethniques. Le Burkina est un pays qui a une richesse linguistique inestimable. Il est question de promotion des langues nationales dans cette émission avec nos invités. À ma droite, je vous présente le professeur Gérard Tiendrebeogo. Il est directeur de recherche à la retraite, il était plutôt le directeur de l'Institut des sciences des sociétés. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. On dit également bonsoir au docteur Awa Tiendrebeogo, qui est secrétaire permanente de la promotion des langues nationales. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et bonsoir à monsieur Évariste Zongo, coordonnateur de l'Association des éditeurs et publicateurs en langue nationale. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors le décor, il est campé, fidèles téléspectateurs. Merci donc de nous suivre pour mieux comprendre les langues nationales, leur promotion et les perspectives à venir. La toute première question, elle vous est adressée, professeur Tiendrebeogo. Pour vous, que représente la langue, au-delà de la définition que je viens de donner? La langue est un instrument social. L'homme est un être social. S'il vivait isolément, il n'aurait pas besoin de parler. C'est parce qu'il est en société qu'il parle une langue. Donc un instrument social qui sert à la fois d'auto-identification. Et bien sûr, c'est par la langue aussi que l'homme acquiert et transmet la culture. Alors quelle différence est-ce qu'on fait entre langue et dialecte? La langue est le système global. À l'intérieur de ce système, il peut y avoir des variétés de la langue. En fait, le dialecte, il y a dialecte quand il y a innovation des règles. Si vous prenez le moré par exemple, puisque c'est ma langue, on sait que dans le Yatenga, il parle ce qu'on appelle le Yadre. Valer, vers, couper, là, c'est un autre. De parler différencié, ça peut être par région, ça peut être même selon les fonctions qu'on occupe dans la société. Mais cela n'entraîne pas une rupture d'intercompréhension entre les locuteurs de la langue. Alors un groupe ethnique peut avoir donc plusieurs dialectes, c'est bien ça, professeur? Non. Une langue peut avoir plusieurs dialectes. Ok. Oui. Moi, je parle d'ailleurs de langue ethnique, en ce qui concerne le Burkina Faso, parce que je ne connais pas une ethnie qui n'a pas sa langue. Et je ne connais pas de langue non plus qui n'est pas rattachée à un groupe ethnique. Voilà. Le secrétariat permanent de la langue nationale. Alors, il a été mis en place au Burkina dans le cadre de promouvoir ce pan de la culture du Burkina Faso. Pouvez-vous nous en dire plus en ce qui concerne ces missions, docteur Tiendrebeogo? Oui, merci. Le secrétariat permanent de la promotion des langues nationales est rattaché au ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Ces prérogatives sont entre autres la description, la codification, l'instrumentation et le développement de l'environnement lettré et la coordination et le suivi de toutes les activités en lien avec les langues nationales sur le territoire burkinabé. C'est entre autres ce qu'il faut dire, ce sont des activités phares du secrétariat permanent. D'accord. Alors ce secrétariat permanent qui existe, je le disais, depuis plusieurs années, on se rappelle que en 1969, le président Aboubakar Sangoulé Lamizana a signé un décret portant création des commissions nationales des langues voltaïques. Est-ce que le secrétariat permanent est en griffe né de l'héritage de ce conseil, cette commission nationale des langues voltaïques?
Le secrétariat permanent est né d'un diagnostic selon lequel nous sommes toujours restés dans la colonisation linguistique. Et c'est vrai que depuis cette année, les autorités d'alors avaient déjà compris qu'il fallait travailler à réduire, sinon à bouter l'impérialisme linguistique. Mais le secrétariat permanent a aussi la charge de veiller aux activités de la Commission nationale. C'est nous qui allons mettre en place la Commission nationale et suivre aussi la mise en place et la mise en œuvre des activités des sous-commissions de langue. Alors j'en viens à vous, Évariste Zongo, l'association des éditeurs et publicateurs en langue nationale. Comment est-ce qu'il est né? Oui, il faut dire que l'association des éditeurs et publicateurs de journaux en langue nationale, ça fait bientôt 30 ans. C'est en 1993 que cette association est née. Elle est née de la volonté des éditeurs et responsables qui éditent des revues ou des journaux en langue nationale de pouvoir promouvoir l'information dans les langues nationales, de pouvoir défendre et promouvoir les langues nationales et en même temps aussi de faire un plaidoyer effectivement pour que les journaux ou l'information dans les langues nationales écrites, parce que c'est parti d'un constat que notre environnement lettré, comme l'a dit tout à l'heure madame, notre environnement lettré est très pauvre dans les langues nationales. C'est-à-dire qu'un alphabétisé qui apprend à lire et à écrire dans sa langue nationale, s'il n'est pas en contact de la lecture, et il perd ses acquis de l'alphabétisation. Je pense que le professeur sera d'accord avec moi sur ce fait-là. Donc, depuis 30 ans, notre association anime une vingtaine de journaux édités dans cette langue du Burkina Faso. Et nous faisons des formations, nous essayons de mettre nos éditeurs au top pour qu'ils puissent effectivement être des journalistes sur le terrain, qui font des reportages, qui font des articles, qui produisent des articles et mais malheureusement aujourd'hui, la régularité de ces journaux est mise en question parce que de plus en plus, l'alphabétisation a tendance à baisser, il y a beaucoup de recul au niveau de la promotion de cette alphabétisation. Voilà. Est-ce qu'il y a... Vous voulez ajouter quelque chose, professeur? Allez-y. Ayant été secrétaire permanent de la Commission nationale de langue, je voudrais compléter. La Commission nationale de langue est en fait née sur initiative de citoyens simples, Marcel Poussy, qui encore André Kiamtoré, Monseigneur Tapsaba, l'abbé Laurent Naré, qui ont commencé à penser qu'avec nos langues, on peut faire beaucoup de choses et mieux. Et c'est sur leur insistance que le gouvernement a fini par prendre le décret créant la Commission nationale de langue, qui ouvre la possibilité à toute communauté linguistique qui le désire de créer sa propre sous-commission pour valoriser leur langue et leur culture. Allez-y. À ce niveau, quand même, je le disais au professeur quand on était dans la salle, qu'il faut rendre hommage au moins à certaines personnalités dans l'histoire des langues nationales, de la promotion et de la valorisation des langues nationales. Et il y a des noms, il y a des organisations de la société civile telles que des associations, des ONG qui ont milité, qui ont fait du plaidoyer pour que effectivement aujourd'hui on parle d'officialisation des langues nationales. Et je ne vais pas citer de noms d'en oublier, mais en tout cas je sais qu'un gros travail est fait au niveau de la recherche et qu'on s'étonne même pourquoi aujourd'hui on parle d'officialisation, parce que quand même je pense que depuis très fort longtemps on aurait dû le faire. Mais c'était resté lettre morte depuis 1992 avec la Constitution et on devait étudier les modalités de mise en œuvre de cette officialisation de ces langues nationales-là. Mais malheureusement, on se réjouit aujourd'hui quand même, on peut parler d'officialisation des langues nationales. Merci. Alors, je reste toujours avec vous, Évariste. Est-ce que le fait de savoir parler sa langue vous prédispose à bien l'écrire? Je sais qu'il y a une différence entre le parler et l'écrire. Je ne suis pas un technicien, les linguistes sont en face de moi, mais je vais tenter quand même. Je pense que le fait de parler ne donne pas forcément accès à l'écriture. Il faut
Et je pense que nos techniciens ont mis en place des méthodes pour s'alphabétiser en moins de 2-3 semaines, c'est-à-dire de pouvoir écrire dans les langues nationales et lire dans les langues nationales. Et il y a eu ce qu'on appelle l'alphabétisation, le Bantare, Commando, le faire-faire, etc. Mais le fait de pouvoir parler effectivement ne donne pas forcément, en tout cas, accès à l'écriture. Il faut apprendre à écrire et à lire dans sa langue. Oui. Docteur Tiendobego. Oui, c'est vrai que le fait de savoir pratiquer oralement une langue est déjà un atout. Mais encore faut-il que la langue soit dotée d'un code orthographique qui lui permette d'être enseignée pour que les locuteurs qui veulent se faire alphabétiser acquièrent la littératie dans cette langue. Alors, professeur, parlant de codification grammaticale des langues nationales, est-ce que on a un répertoire des langues qui ont pu être codifiées? Oui, certaines langues, oui. Pas toutes, mais certaines langues. Et on ne codifie pas la grammaire, je ne comprends pas la question. L'orthographe, oui. Savoir l'écrire. Voilà. C'est pour cela qu'il a parlé de description. Il faut d'abord une description fine de la langue pour pouvoir établir l'alphabet et ensuite les règles de transcription orthographique. Mais la grammaire, la syntaxe, je ne pense pas qu'on la codifie. Ça a un autre niveau de Oh, Okay. Alors je reviens à vous, Madame Tiendobego. En ce qui concerne le secrétariat permanent de la promotion des langues nationales, alors depuis 2021, le Burkina s'est doté d'une politique linguistique en 2 ans de mise en œuvre. Est-ce qu'on peut parler d'acquis engrangés? Oui, on peut parler d'acquis engrangés, même si les résultats ne sont pas du tout satisfaisants à mon sens en tant que linguiste et venant juste de prendre le secrétariat en main. Et je trouve qu'on aurait dû mieux faire. Mais il faut savoir que la question des langues n'était pas vraiment au cœur des préoccupations des autorités de tous les jours. Alors, donc, il y a eu quand même beaucoup de choses déjà menées, beaucoup d'activités déjà menées. Par exemple, l'appropriation de cette politique linguistique par les leaders d'opinion, par les PDS, autrefois élus locaux, et aussi des esquisses de description. Mais nous pensons déjà que c'est une très belle avancée que de commencer quelque chose parce que nous l'avions attendu depuis belle lurette. Et c'était le combat des linguistes. Alors, la Commission nationale des langues voltaïques et burkinabé, professeur Tiendobego, elle a eu plusieurs acquis, notamment, je cite quelques-unes, la codification de l'alphabet national voltaïque. Il y a eu l'organisation de journée internationale de l'alphabet, la supervision, la traduction et la mise en musique du ditanier en 14 langues nationales sous la Révolution, la traduction de la Constitution en 13 langues, la traduction du code électoral en 3 langues. Il y a eu beaucoup d'acquis. Est-ce qu'on a su préserver ces acquis-là? Si on a su préserver, je ne sais pas. À mon avis, ça c'est un sentiment personnel. Par exemple, la Constitution, oui, c'est moi qui ai fait traduire ça en 13 langues nationales. Il y a eu effectivement beaucoup de choses qui ont été faites. Même le code de la route a été traduit en langue nationale maori. Est-ce que ces documents existent encore? Bien sûr, les documents existent. Est-ce qu'ils sont utilisés? Là est le problème. Par exemple, la Constitution traduite en 13 langues nationales, je voulais le diffuser dans toutes les régions du Burkina Faso, auprès des autorités, les centres d'alphabétisation. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Volonté politique ou moyens financiers? Non, je crois la volonté politique qui était peut-être de dysfonctionnement administratif, je dirais comme ça, de dysfonctionnement administratif. Sinon, il était prévu un budget pour la dissémination de ces traductions-là. Alors cela dit, le Burkina a perdu beaucoup de temps en termes de promotion des langues nationales, du temps qui aurait pu être
gagné depuis plusieurs années. Tout à fait. Vous avez parlé de la traduction et la mise en musique du Ditanier. Du Ditanier sous la Révolution. Et on nous a donné 2-3 semaines pour le faire. Sous la Révolution, ça s'est fait. Et il y a de belles musiques, n'est-ce pas, le Ditanier. Hein? Donc c'est une question de volonté politique, effectivement, et d'engagement. Sinon, on peut faire beaucoup de choses. Malheureusement, peut-être que la volonté ne suit pas toujours, et l'engagement. Sinon, si la révolution avait continué, je crois qu'on aurait pu avancer davantage aussi sur la question des langues nationales, je pense. Alors, Dr. Tiendebeo, qu'est-ce qui a été fait avec les acquis de ces commissions qui ont été mises en place, qui ont travaillé, qui ont produit des documents d'une richesse inestimable? Qu'est-ce qui a été fait? Beaucoup de choses à la fois, beaucoup de choses parce que les codes orthographiques qui avaient déjà été faits sont utilisés dans l'alphabétisation et il y a des langues qui sont utilisées dans l'éducation bilingue et le secrétariat permanent poursuit cette œuvre déjà engagée et également nous sommes dans le sillon aussi de la description et du développement de l'environnement lettré. Vous voyez qu'il y a des documents déjà traduits, mais le problème n'est pas seulement de traduire. Une chose est de traduire des documents, une autre est d'avoir des lecteurs. Et pour en être lecteur, il faut au préalable se faire alphabétiser et c'est là tout le problème. Vous êtes de cet avis, Évariste? Oui, mais je partage l'avis de madame, parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait une masse critique d'alphabétisés pour pouvoir lire et exploiter les documents qui sont édités. Et les journaux en langue nationale sont partis du fait qu'il y a eu une certaine époque, il y avait toute une politique d'alphabétisation et au niveau du ministère de l'Éducation ou de la promotion des langues nationales qui faisait chaque année des campagnes d'alphabétisation et donc par an on avait des bilans qui étaient fournis et qui nous donnaient à peu près des statistiques sur le nombre d'alphabétisés en tout cas disponibles ou prêts à lire et à écrire dans leur langue. Donc, sur ce fait, vous savez qu'un journal, avant de l'éditer, il faut faire toute une étude de marché, il faut savoir s'il y a des lecteurs, s'il y a des acheteurs, etc. Donc, sur ce fait, effectivement, nos journaux travaillaient dans ce sens-là. Mais depuis quelques années, il faut dire que cette politique d'alphabétisation a vraiment ralenti. Et on n'a plus, et tous ces alphabétisés qui ont été alphabétisés à 10 ans, je suis presque sûr que si on doit faire une évaluation aujourd'hui, on n'est pas sûr s'ils savent toujours lire et écrire. Vous savez que vous, en tant que francophone, voilà, nous sommes en contact de l'écrit chaque jour. Et si on n'est pas en contact d'un environnement favorable, et bon, voilà, c'est difficile de maintenir effectivement les acquis de l'alphabétisation. Alors, madame a tantôt parlé d'impérialisme culturel. Est-ce que ce n'est pas ce facteur qui a pris le dessus et qui a forgé une sorte de citoyen modèle, citoyen qui sait lire et écrire en français, était dominant par rapport à l'autre modèle de citoyens, notamment ceux qui étaient issus des écoles Bantari, par exemple? Bon, ça c'est un débat. C'est vrai, il y a eu la colonisation, mais depuis quand même, je me dis qu'on pouvait se défaire très rapidement de cette situation-là. Maintenant, je pense que d'un point de vue culturel, et au niveau de nos intellectuels, il n'y a pas eu il y a eu peut-être des craintes, il y a eu peut-être des freins qui ont fait que, bon, on n'a pas voulu directement s'engager dans les langues parce qu'on disait qu'elles sont au nombre de 60, on va choisir lesquelles, on va faire ça, et va faire ça. Donc, effectivement, cet impérialisme culturel a continué du fait que les intellectuels ou les décideurs ne prenaient pas la décision d'aller franchement, en tout cas dans l'officialisation des langues nationales. Et donc, de ce fait, effectivement, nous avons entretenu plus ou moins cette situation et
je pense qu'aujourd'hui, l'affirmation étant faite depuis quelques jours, en tout cas depuis 2 ou 3 semaines, j'applaudis à grand bain parce que effectivement, on a décidé d'officialiser les langues nationales. Mais encore faut-il de voir comment concrètement aller vers cette officialisation afin qu'elle soit vraiment bien utile et qu'elle rentre dans la vie courante des Burkinabés et qu'on renverse le paradigme qui était le français et que effectivement les langues nationales soient utilisées dans l'administration, dans l'enseignement, dans l'éducation, dans tous les secteurs de la vie, dans les médias, dans la communication et que effectivement, et au lieu de parler encore de promotion, qu'on valorise nos langues parce que c'est à travers elles que nous pouvons effectivement traduire sincèrement nos sentiments, nos intuitions, nos pensées. Et il y a beaucoup d'exemples. Pour traduire telle ou telle situation en français, on est souvent c'est difficile. Mais si c'est en langue nationale, ça passe rapidement et c'est plus intéressant. Voilà. Alors, docteur Tiendro Beogo, quelle lecture est-ce que vous faites de cette décision prise par les autorités, l'officialisation des langues nationales? Qu'est-ce qu'on doit entendre à travers cela? C'est une décolonisation linguistique d'abord, parce que nous avons toujours été assimilés. Et vous allez voir des intellectuels ou pas, qui ne voulaient pas s'exprimer dans leur propre langue, qui avaient honte de s'exprimer dans leur propre langue. L'une des raisons aussi est que nous n'avons pas travaillé à offrir à nos langues une plus-value sociale. On ne peut pas apprendre à parler ou à écrire une langue pour ses beaux yeux. Alors, les gens s'attendent à ce qu'il y ait une plus-value sociale. Et j'apprends le mot oui et après. Puisqu'il faut apprendre le français et être un fin locuteur du français pour prétendre à un poste, pour prétendre à du travail. Alors, et même pour se faire comprendre par la société dans laquelle nous vivons, dans l'administration par exemple. Mais le fait d'officialiser les langues va nous permettre de travailler à ce que ces quelques langues qui seront officialisées par une loi qui va intervenir et nous allons avoir la patience d'attendre cette loi-là. Cela nous permettra d'utiliser ces langues dans l'administration et de leur donner une plus-value sociale et en même temps convaincre ceux qui ne l'étaient pas que nos langues sont capables de constituer un levier de développement et combattre du coup l'auto-audit qui est la haine de soi, la haine de sa langue. Alors, professeur Tiendro Beogo, le choix des langues justement à officialiser, si ce débat-là n'est pas mené dans les règles de l'art, comme on peut le dire, cela peut être source de division que d'union, n'est-ce pas? Bon, officialisation, je ne pense pas que le gouvernement a l'intention d'officialiser les 59 langues. Ce serait difficile, ce ne serait pas pratique et je ne pense même pas que ce soit désirable. Il y a un pays comme l'Inde qui compte plus de 2000 langues, qui a officialisé 24 ou 28 langues et l'Inde est un pays qui s'est bien développé avec ses langues. Ils ont utilisé la formule de 3 langues, Three Language Formula. L'Inde est un État fédéral. Chaque État fédéral définit en quelque sorte sa politique linguistique à l'intérieur de l'État. Maintenant, c'est au niveau fédéral que les 28 langues-là sont utilisées. Donc on peut, en s'inspirant peut-être de l'Inde, de la division géopolitique du Burkina, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose allant dans ce sens. On prend telle région. Quelle est ou quelles sont les langues dominantes couramment utilisées par la population à ce niveau-là, au niveau régional? Peut-être que c'est au niveau national que l'on peut réduire un exemple, on peut réduire à 4 langues, par exemple, c'est ce que moi je pense. À 4 langues 4 langues. Gulman Kiema, Fulfulde, Moré, Dioula. Et ces langues, d'ailleurs, correspondent aux besoins de communication
déjà de plus de 70 à 80% de la population. Donc c'est faisable, bien sûr. Est-ce que fait comme ça, les minorités ne vont pas se sentir davantage oubliées par la société? C'est actuellement que les minorités sont le plus oubliées. Non, il faut affirmer le droit à la langue pour tout le monde. Le droit à la langue pour toute la communauté. Mais droit à la langue ne signifie pas pour moi que les besoins et les capacités sont identiques. Hein? Les minorités linguistiques, ce que j'ai pu constater à travers mes enquêtes, sont les plus disposées à apprendre une deuxième et une troisième langue. Les Silankos sont trilingues, qu'ils aient quitté leur village ou pas, ils parlent 3 langues. Hein? Il faut peut-être prendre aussi en compte ces faits-là. Et puis, je dis toujours, regardez, ce pays a toujours été multi-ethnique, multilingue. Moi, je n'ai pas entendu parler de guerre ou de conflit où la langue est la cause, la source. Les gens allaient et venaient. Personne ne vivait en autarcie. Pourquoi ne pas aussi tenir compte de ce fait-là? Alors, professeur, quels sont, selon vous, les avantages que confère l'institutionnalisation des langues nationales? L'officialisation, vous voulez dire? L'officialisation. Ben, c'est très important. Pour l'instant, nous faisons la politique de tout en français, n'est-ce pas? Oui. Or, le français qui demeure la langue de travail. J'en viens. Or, le français est parlé par combien? Quel pourcentage de Burkinabés? Il y a un collègue français qui a dit en 2000 que moins de 2% des Burkinabés sont des francophones confirmés. Le francophone confirmé a au moins le niveau de la classe de 3e. Et peut prendre le journal, le lire, le comprendre. Moins de 2%. Alors, les 99 autres, qu'est-ce qu'on en fait? Conserver le français, langue de travail, c'est ça, ça me pose problème. Si le français est maintenu comme langue de travail, ça veut dire que le français reste la langue du gouvernement, la langue du Parlement, de la justice, de l'éducation, de l'administration. En fait, le français n'a rien perdu de son statut de langue officielle. Il faut plutôt travailler à ce que les langues qu'on va officialiser trouvent leur place dans notre système institutionnel. Donc, dans tout le système, à différents niveaux au moins du système institutionnel, il faut que nos langues trouvent leur place là-bas. Sinon, la valorisation dont on parle... Alors, si on allait... on essaie de faire un scénario où l'une des langues, en tout cas peut-être les 4 langues, étaient des langues de travail. Comment est-ce qu'on allait s'en sortir, puisque on n'allait pas, beaucoup ne pourraient peut-être pas écrire dans l'une de ces 4 langues. Il faudrait former, il faudrait repartir à la base, ça allait être un travail colossal. Bon, les 4 langues, c'est ce que je dis parce que ces langues sont déjà, ce sont les langues majoritairement parlées. Okay. Maintenant, pour répondre exactement à votre question, ça suppose encore une petite étude, une petite recherche, voir les situations, les cas, pour justement prévenir des situations comme telles que vous évoquez. Allez-y. Moi, je pense que votre question révèle effectivement la position aussi de nombre d'intellectuels burkinabés qui pensent presque la même chose, que c'est difficile, etc. etc. Les langues, comme l'a dit le professeur, cohabitent. Difficile, mais pas impossible. Mais voilà, donc il faut dire que c'est pas impossible. Si nous partons du fait que c'est pas impossible, c'est dire que nous allons trouver les voies et moyens pour pouvoir trouver la formule, pour pouvoir adopter ces langues-là comme langue de travail dans l'administration, dans l'éducation et dans l'enseignement. Et c'est possible. Des pays, le professeur a parlé de l'Inde. Moi, je peux parler de la Suisse. Je peux parler qui est trilingue, multilingue, etc. On peut parler d'autres pays encore. Donc, c'est-à-dire que c'est de la façon dont nous représentons ces langues-là avec les ethnies, c'est ça qui fait blocage, en fait. Vous voyez, donc moi je pense que effectivement c'est quelque chose de possible et nous avons des chercheurs, des techniciens qui l'ont
peut-être expérimenté même peut-être à une petite échelle. Quand vous prenez l'éducation bilingue, ça s'est expérimenté dans des villages, etc. Et aujourd'hui, ça a donné des résultats, on connaît les résultats, etc. Donc, nous ne pouvons pas continuer à nous dire que l'introduction des langues nationales, l'officialisation des langues nationales va poser un problème. Il y aura toujours une formule, c'est-à-dire que dans l'administration, dans les régions, en commençant par les préfectures, les communes, etc., dans la région dans laquelle où la langue a été mise, où les deux langues ont été mises en valeur, il faudrait que cette administration se conforme aussi pour recevoir des lettres, pour faire des convocations aux paysans, pour éditer des actes, faire des actes de naissance avec 2, 3, etc., 3 langues. C'est ça. Donc moi, je pense que techniquement, en tout cas, c'est possible. Oui, docteur, allez-y. Et parlant des minorités, je crois que les langues comme les peuples entretiennent des relations séculaires et le bilinguisme au Burkina Faso est historique. Et les peuples avaient trouvé des solutions endogènes pour résoudre ce problème de multilinguisme. Et il n'y avait jamais eu de difficultés, de conflits liés à cela. Alors, donc, je pense qu'il n'y a pas de problème. Le véritable problème, c'est au niveau des intellectuels. Les intellectuels qui sont les pourfendeurs de cela parce que chacun veut défendre sa langue. Or, il faut qu'on se dise qu'une langue n'appartient à personne. Les langues appartiennent au Burkina Faso. Et c'est ce que j'appelle patrimoine linguistique. C'est un patrimoine. Et si c'est un patrimoine, c'est un bien commun que tout le monde doit protéger. Donc, il ne doit pas normalement y avoir de problème pour ce qu'on va appeler entre griffes minorités. Parce que si nous avons accepté qu'une langue d'autrui vienne de l'extérieur pour être utilisée comme langue fédératrice, nous devrions être plus fiers d'utiliser des langues du territoire burkinabé. Et c'est ça aussi être patriote. C'est ça être patriote. Et je me dis que les langues même s'affirment. On n'a pas besoin de discuter beaucoup. Les langues elles-mêmes vont se positionner. D'accord, cela est bien dit. En fait, le problème n'est pas, à mon avis, au niveau des intellectuels, mais au niveau des diplômés. C'est pas la même chose. Et quelle est la différence? Le diplômé, diplôme pour celui qui détient un diplôme. Voilà, et qui ne voit que ses intérêts, sa carrière, qu'est-ce qu'il peut gagner. L'intellectuel est solidaire de sa communauté, de son pays. Et c'est ça, être intellectuel. Travailler au service de son pays. Mettre tout son savoir, ses connaissances pour la promotion de sa société. Ce n'est pas nécessairement le cas pour les diplômés. C'est un point de vue qui n'engage que moi. D'accord. Alors, on parle promotion des langues nationales dans cette émission. Professeur, on va parler de l'ancrage institutionnel des langues nationales, notamment de la structure chargée de la promotion des langues nationales. Est-ce que le débat se mène depuis des années et même maintenant? Est-ce qu'il faut rattacher le secrétariat permanent au ministère de l'enseignement supérieur ou la conserver au MENA-PLN ou même créer un ministère plein chargé de la promotion des langues nationales pour plus de facilité de marge de manœuvre? Vous savez, au départ, c'était le ministère de l'Éducation nationale qui abritait la Commission nationale. C'est parce qu'il fallait, on a senti la nécessité de faire des recherches pour qu'on puisse utiliser ces langues. Il faut la description, par exemple, l'instrumentation. C'est ce qui a été la raison pour laquelle on a transféré la commission au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Qui est rattachée par la suite. Actuellement, elle est rattachée au MENA-PLN. Oui, qui est revenue au MENA-PLN. La raison de ce retour au MENA, je crois que c'est une question de fonds, de finances. Parce que depuis qu'on a traduit et chanté le Ditanien en 84, non, ou 85, la commission n'a plus
été financé. Moi, j'étais SP, j'ai fait des rappels inscrits au budget en bas. On a parlé aussi effectivement de l'ancrage institutionnel. Bon, ça n'a pas eu de suite. On a proposé que ce soit au Premier ministère ou même à la présidente du FASO, pensant que ça va peut-être donner plus d'envergure. Jusque-là, ça n'a pas marché, le débat continue. Une autre possibilité est peut-être, je ne sais pas, de faire un office ou un bureau de langue nationale qui vraiment qui conserve son autonomie, son indépendance. C'est ça, oui, mais qui est rattaché soit à la présidence, soit au Premier ministre. Vous êtes du même avis, Évariste? Oui, je suis du même avis parce que techniquement, moi j'ai un peu peur de qui va abriter ici, qui va abriter ça. C'est ça qui cause le problème. Et puis finalement, on laisse tomber parce qu'on n'arrive pas à dire qui va être rattaché, à quel ministère ou à quelle institution ça sera rattaché. Si on rentre dans ce débat, c'est sûr que il y a des diplômés dans les administrations, comme il y a des intellectuels dans les administrations. Donc il y aura encore une contradiction qui va nous faire reculer. Je crois qu'il faut prendre une décision forte et créer une agence autonome rattachée au président, à la présidence ou à la primature pour porter effectivement cette promotion des langues, cette valorisation des langues nationales. Ça, c'est mon point de vue. Et avant, on a connu le ministère délégué à l'alphabétisation et à l'éducation non formelle. On a d'abord connu le secrétariat à l'alphabétisation et à l'éducation non formelle, qui a évolué en ministère délégué, et depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, ce ministère a disparu, ce ministère délégué a disparu, et on a créé effectivement maintenant le secrétariat des langues nationales. Donc je crois qu'il faut vite aller. Je pense que c'est une opportunité aujourd'hui. Et quand on parle de l'officialisation, nous, en tant que consommateurs, en tant qu'acteurs sur le terrain, nous attendons de voir ça concrètement pour la promotion de nos journaux en langue nationale. Voilà. Alors, concernant la promotion des journaux en langue nationale, justement, vous avez évoqué quelques difficultés. Alors, quelles sont les perspectives pour aller au-delà de ces obstacles-là? Nous sommes en train de réfléchir un peu sur le passage en ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est presque toute la presse écrite, et en français aussi, connaît un peu des difficultés parce que le papier ne se vend plus comme avant. Et tous les médias sont des pages numériques, etc. Donc tout dernièrement, il y a juste un mois de cela, on a fait une réflexion pour le passage de nos journaux en ligne. Et nous avons eu de très bons conseils, un bon formateur et de très bons conseils. Nous sommes en train de rédiger un plan stratégique pour effectivement migrer effectivement en ligne et sensibiliser. Nous pensons avec le rôle du secrétariat, du contexte actuellement qui est favorable, que effectivement ces journaux-là seront en tout cas bien, va renforcer, consolider les acquis de l'alphabétisation. Voilà. Alors, je reviens à cet exemple que je vous soumets dans le cadre de la promotion des langues nationales. Est-ce qu'il serait possible d'introduire les langues, l'une des langues en tout cas, comme option au niveau de l'éducation nationale, comme option notamment au secondaire, comme on a l'anglais, l'allemand, ce qui n'est pas possible d'aller vers l'apprentissage du moré, du fulfulde dès le secondaire? Oui, est-ce que ce sont des pistes C'est un projet, j'allais dire, déjà soumis et sur lequel nous avons déjà mené la réflexion. Et cette année même, cette année 2023-2024 va connaître un début. Il y aura la transcription orthographique de quelques langues nationales. C'est une phase pilote en 6e et en seconde. C'est pour préparer justement la généralisation de l'éducation bilingue que nous attendions depuis 2008. Alors ce sera quelque chose un pas de géant franchi dans le cadre de la promotion des langues nationales, permettre aux enfants dès le primaire
de pouvoir, le secondaire autant pour moi, de pouvoir toucher aux langues nationales en termes d'écriture. Tout à fait. Parce que la langue est un droit et aussi un levier de développement. Permettre aux enfants de réfléchir dans leur langue, c'est leur permettre de tendre même vers la connaissance scientifique, la maîtrise scientifique et des créations et beaucoup d'initiatives. Est-ce qu'il y a le personnel formé pour? Oui, le personnel existe, mais il faut une mise à jour. Parce que tous les professeurs de l'enseignement secondaire ou post-primaire qui sont passés par le département des lettres modernes, le département de linguistique et bien d'autres départements ont eu un bain en transcription orthographique. Mais selon les régions concernées, il faut une mise à jour. Alors professeur, au-delà de l'officialisation des langues nationales, comment promouvoir davantage nos langues, notre culture? Comment promouvoir davantage? Bon, ce qui permet la promotion, c'est l'utilisation concrète, une utilisation intensive des langues nationales. J'aurais aimé que les responsables, que ça commence, qu'ils donnent l'exemple en parlant quand ils s'adressent au public. Parler au moins une ou deux langues nationales. Est-ce qu'un exemple comme ça, le discours du nouvel an du président de la transition pourrait être dit en djoula ou en moré? Même en boamou. Ce sera un signal fort. Ouais. Ce sera un signal fort. C'est vrai, on ne se rend pas compte, mais je suis sûr que si ceux qui sont devant, par exemple, effectivement, le message à la nation, s'il le fait, je crois qu'en tout cas à Bamako, il a parlé djoula. Et au Niger, il a parlé en langue. Ah, s'il parle en 2, 3 langues, s'adresse à son peuple, à la nation, c'est là qu'il va soulever le monde. C'est là que l'adhésion va être plus forte et plus convaincue. Et moi, j'encouragerais beaucoup ça. Je ne sais pas ce que les collègues... Oui, c'est vraiment ça. Il ne faut pas dire qu'on a officialisé et ça devient maintenant comme... c'est quelques... Ouais, c'est comme une séparation, voilà, sur le papier et dans la pratique, dans les familles, dans les ménages, au niveau de l'administration, on n'arrive pas à parler effectivement dans nos langues nationales. Et j'aimerais profiter pour aborder, et pour avoir cette souveraineté-là, nous avons vu que avant, même pour faire la recherche, même pour faire les campagnes d'alphabétisation, les fonds qui étaient les ressources qu'on reçoit viennent plutôt de l'extérieur pour appuyer les campagnes d'alphabétisation, pour faire ci, pour ça. Je peux dire près de 50%. Pour le peu de temps que j'ai participé au niveau de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, en tout cas, il y avait plus de ce qu'on appelle des partenaires, des PTF, qui finançaient vraiment l'alphabétisation. Et dès que ceci se retire, l'alphabétisation, il n'y a plus d'alphabétisation, il n'y a plus de campagne. C'était les ONG, c'était les associations qui étaient financées par et le FONAENF aujourd'hui, je ne connais pas quelle est la part des PTF et quelle est la part du budget national. Il faut qu'il y ait un équilibre ou que la part de l'État consacrée à cette alphabétisation soit importante et vraiment conséquente pour pouvoir accompagner les acteurs et les techniciens dans la mise en œuvre de l'officialisation de des langues nationales. Voilà. Alors c'est très important. Du côté du secrétariat permanent, qu'est-ce qui est fait dans le cadre de la promotion des langues nationales? Beaucoup de choses. Et de la codification à la formation, et le secrétariat s'attelle à tendre même vers la digitalisation et l'apprentissage accéléré et l'évaluation linguistique pour permettre par exemple à Madame Diasso de venir se faire évaluer dans sa langue et pour pouvoir prendre le micro et parler en langue nationale et peut-être même pour prétendre à un concours professionnel. Voilà. Allez-y, professeur. Oui, c'est comme je disais tantôt, une utilisation intensive des langues nationales, même au sommet. Et
J'ai souvent proposé même qu'on fasse une semaine de la fasophonie. Hein? La fasophonie. Oui. C'est prévu pour 2024. Ah bon? Première édition. Formidable. Semaine de la fasophonie. C'est une campagne nationale de promotion des langues. Super. J'ai dit au ministre, là, on parle de semaine nationale de la culture. Il n'y a pas de culture sans langue. La culture, on l'acquiert, on la transmet par la langue. Donc, une semaine nationale de la fasophonie et de la culture, ou bien une semaine de langue et de la culture. Sinon, D'étaler sur un mois. formidable. Sur un mois. Sinon, semaine nationale de la culture, là, pour moi, c'est semaine nationale du folklore pour touristes. Ça, c'est votre point de vue, professeur. D'accord. Alors, on s'achemine pratiquement vers la fin de cette émission. On pourrait peut-être, c'est vrai qu'on n'est pas encore au Nouvel An, mais on s'achemine vers, on parle de langue nationale. Un mot à nos téléspectateurs dans votre langue. Netabo, when I got very, will go yuma, kodatab yaka, vero toti, ki alafi, wa Burkina Faso, ti tenga gaibane, lena lata kotne wena. On risque de se retrouver qu'avec des moréphones, vu qu'on a 2 Tiendres-Béogo sur le plateau. Mais on va laisser l'honneur à l'aîné de se prononcer dans sa langue. Pour ce barcousseau, wa Évariste là, pour donner ma fin, il parle, un lafi le sono, à ton tenga gan bane. Ton on gomme de bout de guamayella. Moi, c'est à main, faranda Antoine Yidigmo, Moran Yida. Ya rien là, Targuama, Dati, Boudo Guama, Kengtor, Regabzinga. Voilà. Sakadam la Segadam. C'est bien ça. Alors, je termine avec vous, Madame Tiendres-Béogo, en termes de perspective pour 2024. Vous avez annoncé la fasophonie qui se tiendra sur un mois, un cadre dédié à la promotion des langues nationales. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour protéger ou sauvegarder les langues en disparition? Oui, c'est pourquoi nous avons prévu la description. Et la politique linguistique que nous mettons en œuvre prévoit la description de toutes les 59 langues à l'orée de 2030. Et nous nous y attelons. Alors, la disparition des langues nationales, professeur, cela est dû à quoi, selon vous? La disparition des langues. Il faut d'abord dire que une langue ne disparaît que quand les locuteurs ont décidé d'abandonner leur langue. Le Sri Lanka dont je parle souvent là, quand moi j'inquiétais, ils étaient 741 locuteurs seulement. Mais un Sri Lankais ne s'adresse pas à un autre Sri Lankais dans une autre langue que leur langue. Mais si un Moara vient, il parle le Moré, un Peul vient, ils vont parler le Peul. Un Kurumdo vient, ils vont parler le Kurumfe. Hein, et ceux qui ont voyagé parlent d'autres langues en plus. Cette communauté très minoritaire, puisque moins de 1000 locuteurs, nous avons fait un travail de revitalisation de cette communauté-là. Hein, et n'eût été les terroristes qui sont venus les chercher de leur village, c'était une communauté qui était bien partie. Et ils ont compris, ils disent que quand tu abandonnes ta langue, tu deviens une coquille vide. Ça m'a frappé. Donc les langues minoritaires, il y a plusieurs facteurs qui mettent certaines langues en minorité. Si vous prenez le Kiefo, c'est depuis la guerre de Samori, les populations se sont dispersées. Il y a aussi une question économique. La petite communauté, pour avoir accès aux ressources, pense utile de s'assimiler au groupe. D'adopter une nouvelle langue? Non, de s'assimiler carrément au groupe majoritaire pour avoir accès aux ressources. Ouais. Il y a plusieurs facteurs.
Alors on se rassure que cela est pris en compte par le secrétariat permanent des langues nationales. Je vous dis merci Dr Awa Tiendrebego, merci au professeur Gérard Tiendrebego et merci à Évariste Zongo, merci à vous d'être venu sur ce plateau et d'avoir permis aux téléspectateurs d'apprendre davantage en ce qui concerne l'histoire même des langues nationales au Burkina et ce qui est fait pour leur promotion.